Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, voilà une question importante, comment gérer son temps? Eh bien, quelques explications, quelques conseils aussi de Nicolas Linisacchio, avocat d'affaires, auteur, podcasteur. Il a 1000 métiers, il arrive à s'organiser. Il va tout nous raconter dans quelques instants. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, le Body Language, le langage du corps, en mots simples. Édition Mardaga, son auteur Bernard Sténier, un spécialiste, viendra nous expliquer, nous donner d'ailleurs quelques petits conseils lui aussi sur la façon dont on doit parler, mais avec son corps. Ça sera dans le livre de Smart Job. Le cercle RH avec les experts de Smart Job. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, il y a quelques sujets un peu politiques et irritants. La réforme du RSA, elle a été évoquée par le président Macron. Le débat des apprentis, doit-il être versé chez les demandeurs d'emploi? Sont-ils des vrais salariés? Et puis le sport en entreprise, c'est un rapport parlementaire très instructif. Peu d'entreprises permettent à leurs collaborateurs de faire du sport sur leur lieu de travail. Et puis on terminera avec fenêtre sur l'emploi. L'offboarding, c'est quand on quitte une entreprise, un peu le parent pauvre de la marque employeur. Et on en parlera avec Amélie Favre-Guittet. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son emploi du temps. Ça, c'est un vrai sujet que vous vous posez. Vous êtes cadre, salarié, dirigeant d'entreprise, avocat. Et je suis débordé. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec Nicolas Linisacchio. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors c'est compliqué de vous présenter. Votre métier, c'est avocat d'affaires. Vous avez créé votre cabinet il y a 5 ans. Vous êtes auteur. Je présente ce livre. Ils avaient tout compris, le développement personnel selon les penseurs antiques chez Hachette, la maison Hachette, sorti il y a 1 an. Bon, vous avez écrit ce livre. Très érudit d'ailleurs ce livre. Vous en avez écrit plein d'autres, mots et dictionnaires et expressions héritées de l'Antiquité. Et vous êtes podcasteur. Ça, c'est très intéressant. Je suis allé jeter un œil sur vos podcasts. Fortitude. Vous donnez la parole à des personnalités venues d'horizons très différents. Et c'est passionnant. Allez jeter un œil sur Fortitude parce que c'est vraiment passionnant et c'est très bien fait. On fait comment, quand on est avocat d'affaires, pour écrire un livre, des livres, être un père de famille, puisque je dévoile un secret personnel, mais vous êtes aussi un père de famille, et puis en même temps, caler des invités pour un podcast, réfléchir à 1000 choses. Comment vous faites? Alors effectivement, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est des philosophes grecs qui m'ont aidé. Ça peut paraître un peu surprenant à l'ère du coaching moderne et des gourous en tout genre, mais en fait, il suffit de relire Sénèque. On parle d'écrits qui ont 2000 ans et qui ont pourtant une très très grande modernité. Sénèque, il a changé le paradigme, parce que déjà à son époque, on disait la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui, à savoir, j'ai pas le temps, en fait, la vie est trop courte, ça passe trop vite. Oui, c'est ça que ça veut dire, voilà, la vie est trop courte. Mes journées ça passe à une vitesse dingue, et aujourd'hui encore plus qu'auparavant. Et en fait, il change de paradigme. Pourquoi? Parce qu'il dit non, la vie n'est pas brève, la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la rendons brève. Et en fait, il approche les choses sous l'angle du temps que l'on perd. Non pas le temps qu'on n'a pas, mais le temps qu'on perd. Et en fait, si on fait tous un travail sur nous-mêmes, et qu'on regarde concrètement comment se déroulent nos journées, comment notre travail est organisé, comment nos semaines s'enchaînent, on s'aperçoit effectivement qu'on perd énormément de temps, et que ce temps, si on arrive à se le réapproprier, c'est là qu'on peut faire pas mal de choses. Juste, c'est important que vous nous le racontiez, parce que vous avez travaillé en tant qu'avocat d'affaires dans un gros cabinet. Et qui dit grosse entreprise, gros cabinet, dit une forme comme ça d'inertie, de réunion, de perte de temps, d'usure, qui fait d'ailleurs perdre le sens à certains cadres qui se disent « mais qu'est-ce que je viens faire le matin au travail ?» Et vous, en quittant ce cabinet, finalement, vous avez fait du Sénèque. Vous avez un peu tout réécrit, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est exactement ça. Alors après, attention, hein, je n'ai absolument pas une position dogmatique. Les structures ont besoin d'être organisées, on a besoin de réunions, on a besoin d'échanger, bien évidemment. Mais après, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que dans une organisation comme celle d'une entreprise, il y a des choses qui sont parfois assez inutiles. Je pense que le Covid a beaucoup aidé à refaire penser le fonctionnement de l'entreprise par rapport à ça, grâce au télétravail. Allez, à l'essentiel en tout cas. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que pour mon métier, qui est un métier très chronophage, on le sait tous, je me suis aperçu qu'en fait, en supprimant les réunions,
en supprimant les pauses café, en supprimant les dépressions d'associés ou de collaborateurs dans mon bureau qui m'expliquent qu'ils se sont chamaillés avec leurs conjoints. Et bien, tout ce temps-là, je me le suis réapproprié pour en faire quelque chose d'autre. Concrètement, vous êtes à un moment de votre vie, parce que votre cabinet, tout se passe très bien, mais en même temps, vous développez le podcast. En même temps, je suis persuadé que vous avez un autre livre en tête, non ? C'est évident. Il y a un moment, parce qu'on a eu ces débats sur ce plateau, où vous dites, notamment une revue qui s'appelle Les Déviations, que je vous invite à lire, c'est ceux qui changent de route. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, en fait, je m'éclate beaucoup plus quand je vais rencontrer Barthélémy ou Tristan Banon pour tendre mon micro, pour comprendre leur parcours, leurs histoires, et que finalement, j'ai peut-être abandonné doucement mon premier métier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse ou vous aimez cette espèce de diversité qui vous construit ? Alors, mon podcast, qui s'appelait aujourd'hui Fortitude, aurait pu s'appeler Nuance. Je suis un grand fan de la nuance et j'ai horreur des cases. Et pourquoi je réponds ça à votre question ? Parce que dans votre question, il y a cette idée que très souvent, on s'impose un peu des choix. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et on l'a vu aussi avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont claqué la porte, qui ont dit « je veux changer de vie ». Et en fait, je n'adhère pas tellement à cette approche qui est assez catégorique. On peut faire plein de choses variées et il faut faire beaucoup de choses variées. L'épanouissement, je trouve, provient de la nuance, de la variété. Et en fait, aujourd'hui, concrètement, je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas de sacrifice à faire et de choix à faire. Et puis en plus, après, il faut être aussi un petit peu pragmatique. Même si je me souhaite beaucoup de succès, Fortitude me coûte plus d'argent qu'il ne m'en rapporte. C'est ça, c'est un hobby. Et, voilà, et on est quand même obligé d'avoir des carrières qui sont alimentaires et qui nous permettent d'avancer. Mais c'est surtout l'idée que tout s'alimente énormément. Et je suis avocat plaidant. Je travaille pour les entreprises, mais j'ai forcément de lourdes responsabilités. Donc forcément, on a le stress de la responsabilité. Et de la plaidoirie, d'ailleurs. Voilà, et puis on a la pression des clients qui se reposent sur nous. Tout ce que je fais à côté m'a énormément aidé dans la gestion de mon travail et dans l'exercice de mon métier. C'est un jeu de vases communicants qui se nourrit effectivement les uns des autres. Pourquoi ça vous a aidé d'ailleurs dans votre métier d'avocat, même au moment de la plaidoirie, on prend du recul, on voit les choses différemment ? Surtout le recul. Quand vous vous intéressez à mes invités et à leur parcours, ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils peuvent subir ou ce qu'ils ont traversé ou ce qu'ils ont dépassé, ça fait relativiser beaucoup de choses. Donc vous nous dites je pense que vous l'avez fait d'ailleurs, faire des conférences peut-être plus grandes. Finalement, passer à la télé, c'est aussi une forme de conférence. Mais vous nous dites, premier conseil le plus essentiel, revenez donc à nos penseurs de l'Antiquité. C'est vrai que tout a été inventé, la politique s'est inventée là. Et vous dites, le développement personnel, finalement, c'est aussi un peu inventé dans le cerveau de ces hommes. Tout à fait. Et ce livre, pour vous faire une confidence, il aurait pu s'appeler Coaching antique. Encore une fois, mon point de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, tout le monde est très friand de coaching. Ah oui. Professionnel, amoureux, alimentaire, sportif, peu importe. La difficulté avec le coaching, tel qu'il est structuré aujourd'hui, c'est qu'il fait dépendre d'une autre personne vos progrès, votre motivation, vos efforts. C'est vrai. L'avantage avec la philosophie au sens large, pas uniquement la philosophie des penseurs antiques, c'est que ça recentre les choses sur vous et que finalement vous développez une énergie et des outils qui vous permettent de devenir votre propre coach. Ce qui pour moi est le vrai objectif et la vraie solution. Enfin, vous nous dites que finalement on accède à une forme de liberté à travers cela qu'on n'a pas forcément avec le coach parce qu'il y a une sorte de lien qu'on a un peu comme avec un psy finalement et que là, avec ce livre, on est libre. On lit, on s'inspire, on se nourrit. Et on grandit. Le prochain livre, c'est quoi votre prochain projet ? Parce que dans toutes vos histoires de vie imbriquées les unes aux autres, vous avez 1000 projets. Je suis persuadé que vous nourrissez des projets. C'est quoi votre prochaine idée ? Alors, j'en ai plusieurs en tête. Bien évidemment, il y a un projet de faire un livre tiré de mes entretiens sur Fortitude. C'est ça, rassembler. Voilà, faire une synthèse, parce que comme vous avez pu le constater, j'aime bien faire des synthèses. Et donc, je pense effectivement à faire un livre en ce sens. Et puis, il y a aussi une déclinaison peut-être de celui-ci qui serait plutôt intitulé « Ils ont tout compris », qui serait une approche un petit peu plus contemporaine et moderne. Pareil, des enseignements d'entrepreneurs, de personnes assez successful qui ont des enseignements très utiles et que je souhaiterais partager avec le plus grand nombre. Là, je me tourne vers l'avocat d'affaires. Vous nous faites une forme de leçon de vie à travers ces livres. Vous dites, revenez à l'essentiel, poussez les murs, dégagez du temps, supprimez l'inutile. Mais quand vous avez vos clients, dans votre métier d'avocat d'affaires, est-ce que parfois vous franchissez le Rubicon pour faire un jeu de mots à Rome et que vous leur dites, franchement, j'ai écrit ça, je fais ça, je peux peut-être... Ou alors vous restez vraiment dans votre boulot d'avocat et vous dites, après tout, c'est sa vie.
C'est intéressant ce que vous dites parce que ce que j'expliquais sur un autre plateau de votre chaîne il n'y a pas très longtemps, j'ai une relation très intuitive personnelle avec mes clients, notamment parce que je travaille seul et qu'il n'y a pas pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de collaborateurs, etc. Et en fait, progressivement, comme c'est quand même un métier qui repose sur la confiance, sur la confidence, il y a un lien qui dépasse le lien purement juridique qui se crée. Et effectivement, vous avez raison, parfois je rentre d'une certaine manière dans l'intimité de la vie de mes clients. Parce que vous le voyez vivre. Et donc nécessairement je partage, et puis voilà, comme vous avez pu le constater, je suis quelqu'un qui aime partager, qui veut partager, et donc je le fais aussi auprès de mes clients, bien évidemment. Et puis ils le subissent d'une certaine manière, parce que cette discipline et cette organisation de mon temps, oui. Ils sont bien vous obligés leur imposez, de s'y plier. en fait. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que, pour vous donner un tuyau très concret, moi je trouve qu'il y a un élément extrêmement important dans l'organisation du quotidien, c'est le fait d'utiliser son emploi du temps. Vous avez commencé l'interview avec ce terme, qui vient quand même d'employer. C'est employer son temps. Exactement. Si je prends votre calendrier, je suis sûr qu'il y a tous les rendez-vous professionnels de cette semaine qui sont inscrits. Et je suis sûr que comme vous êtes un très bon professionnel, il n'y a pas un rendez-vous que vous allez rater ou vous allez arriver significativement en retard. Je ferai en sorte. Mais est-ce qu'il y a des rendez-vous perso? Est-ce qu'un déjeuner avec l'un de vos enfants est inscrit? Est-ce que votre séance de sport est inscrite dans votre agenda? Est-ce que 30 minutes de lecture? En fait, c'est ce que je fais depuis des années. C'est-à-dire que mes activités personnelles sont inscrites dans mon agenda et je m'y tiens de la même manière que mes obligations professionnelles. Et donc, quand un client me propose un rendez-vous le mardi à 18h, je lui dis que c'est pas possible parce que j'ai entraînement de boxe. Voilà. Très très bon sport d'ailleurs, la boxe, qui fait référence d'ailleurs un peu à Fortitude, qui est la force morale, puisque on découvre par ailleurs à 30 secondes de nous dire au revoir qu'en plus de cela, vous faites un sport qui est très particulier, qui est la boxe, qui est l'enjeu moral et physique. Donc vous entretenez votre corps, le corps et l'esprit, parce que c'est un conseil, on en parlera tout à l'heure, sur le sport qui est essentiel quand on va avoir l'esprit sain. Mais c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je noterai d'ailleurs dans mon agenda mes rendez-vous perso. C'est vrai que je ne le fais pas et je ne mets que le pro. Donc effectivement, ça fait des grands trous, mais parfois on les zappe, le perso, puisqu'on le remplace par du pro. Merci Nicolas Lysimacchio, avocat d'affaires, auteur, podcasteur, Fortitude. Allez voir Fortitude, allez écouter, c'est très très intéressant. Ils avaient tout compris de développement personnel selon les penseurs antiques. Maison Hachette, sorti il y a un an, vous l'avez encore en librairie. Merci, vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. Ça nous détend, on est bien. Merci, à très très bientôt. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. On va parler d'un sujet aussi un peu autour du corps cette fois-ci, pas un peu moins de l'esprit, encore que, c'est tout de suite. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, on parle du langage du corps. Le titre de ce livre à découvrir, livre illustré par ailleurs, parce qu'évidemment, quand on parle de langage du corps, il faut l'illustrer. Body Language, reconnaître et interpréter les gestes de la confiance. Il est sorti chez Mardaga et Bernard Sténier est avec nous. C'est l'auteur de ce livre. Alors, Bernard, vous êtes consultant en développement humain et organisationnel, auteur de ce livre, qui peut faire office d'ailleurs de livre de référence sur le sujet. D'abord, un petit mot, pourquoi avoir franchi le pas d'écrire ce livre? Parce que vous conseillez vos clients, vous les accompagnez lors de négociations tendues, d'être impactant, qui est un mot très utilisé. Pourquoi avoir franchi le pas de l'écrire, le livre? Vous avez pu tout garder pour vous? Oui, et en même temps, je crois que ça fait partie, on donne avant de recevoir. Et c'était l'idée de pouvoir partager cette expérience qui est quand même construite sur plusieurs années et qui peut aider pas mal de personnes finalement dans leur vie quotidienne et dans leur vie professionnelle. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a aussi des schémas, des explications qui viennent justifier des gestes. Et puis, il y a toute une série de page 103, page 102. Lorsque les mains se rejoignent, commençons par cela. On le voit. Alors, on va le montrer à l'image. Il y a ça. Il y a ça. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Quand on le voit, alors c'est pas uniquement quand on va à l'église et que le prêtre, mais dans la vraie vie, on est parfois comme ça. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on fait ça? Alors c'est intéressant parce qu'à l'église, en fait, c'est un geste qu'on fait volontairement. Les gestes qui nous intéressent, c'est plutôt des gestes qu'on va faire de manière involontaire et qui vont apparaître de manière assez étonnante, parfois, ou de manière tout à fait cohérente. Et donc, quand les mains se rejoignent, et il y a des tas de mains qui peuvent se rejoindre sous différentes formes, en fait, on est un petit peu en retrait. On va voir ça quand on est dans un début de discussion, que ce soit un entretien de recrutement, dans la négociation, on ne va pas tout de suite se lâcher. Et donc,
ça fait office finalement, je suis un petit peu en réserve. Je ne me lâche pas complètement. Je me lis, je garde contact avec moi. Exactement, exactement. Et là, on est dans un geste assez visible aussi, parce que c'est vrai que dans tous ces mouvements corporels, il y en a qui sont très visibles et d'autres qui sont moins visibles. Et donc, de nouveau, pour pouvoir les regarder et pouvoir se réajuster après, parce que l'objectif, il est là, c'est finalement de se réajuster en fonction de ce que je vois chez l'autre. Alors, là, je me tourne vers le spécialiste parce qu'il y a des gestes que vous développez et que vous expliquez. Je parlais des mains, qui est une des premières choses que l'on peut voir avec le visage, évidemment. Des gestes qu'on fait machinalement et qui sont parfois de très bons gestes, mais répétés trop souvent deviennent lassants. Je refais ce geste. Quelqu'un qui ne parlerait que comme ça, avec toujours ce même geste, comment vous... D'abord, c'est pas bon, on est d'accord. C'est pas bon. Et comment vous l'interprétez? Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. Je dis, comme vous l'avez dit, c'est lassant. C'est lassant. C'est-à-dire la personne qui est face à un interlocuteur qui est tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce que là, on voit souvent ce geste en fait chez des personnes qui sont experts, qui ont une certaine connaissance, une expertise, mais qui ne veulent pas la lâcher. On est d'accord, c'est ça. Voilà, et qui souvent vont trancher aussi après, mais sans complètement partager leur expertise. Et donc, voilà, le geste tranchant qui est... C'est vrai que souvent, ils descendent. Moi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas complètement vous dire pourquoi je sais qu'il faut le faire. Et c'est là que ça devient... Alors, on peut le faire une fois, effectivement, mais quand ça devient systématique, c'est là que le geste devient effectivement lassant et peut-être incohérent parfois aussi. Ce qui est aussi passionnant dans votre livre, Bernard Sténier, c'est que le langage du corps, il y a un petit côté mystérieux, parce que c'est vrai que autant depuis l'âge d'un an et demi, on parle, autant on observe assez peu notre corps. Et vous nous le décryptez, vous nous accompagnez finalement sur le chemin du langage du corps, et vous dites aussi que en fait, la force d'un négociateur, la force de quelqu'un, parce que vous accompagnez des gens qui ont des réunions au sommet et qui sont transitpeurs et qui veulent être vraiment parfaits, puisque c'est de ça dont il est question, vous dites quand même que moins on parle, plus on est fort. Ça, je trouve ça magique. Exactement, exactement. C'est vraiment cette capacité avec nos deux oreilles et nos deux yeux, c'est pour observer davantage, c'est pour écouter davantage, plus que de parler finalement. Et les bons négociateurs, ce ne sont pas ceux qui argumentent beaucoup, qui contre-argumentent, mais qui écoutent et qui parviennent à s'ajuster en fonction de ce que dit l'autre, mais en fonction de ce que montre l'autre aussi. Donc c'est une grande capacité d'écoute qui compte. Oui. Et puis il y a le débat du... Encore une fois, body language, c'est pas de mots, c'est sans mots, le corps parle lui-même. Il y a le silence, qui est une arme absolue, souvent accompagnée d'un mouvement de tête, d'une mimique de bouche. Ça aussi, vous le décryptez, vous accompagnez vos clients, j'allais dire, sur les tics, sur leurs petits tics. Oui, et le silence corporel n'existe pas en fait. On montre toujours quelque chose, même si on essaye de le contrôler. Et souvent, quand on veut davantage le contrôler, ça ressort parce que ça devient artificiel. Et on peut être soit tout à fait ce qu'on appelle atonique, c'est-à-dire qu'on ne montre plus rien, ou au contraire hypermobile. Quand on veut notamment essayer de vendre à tout prix quelque chose à son interlocuteur. Donc quand on veut convaincre quelqu'un, c'est vrai qu'on a plutôt une tendance à mouliner. Ouais. Et j'allais même dire, vous confirmez, à s'avancer vers l'autre, à essayer de prendre le pas, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, quelqu'un qui mouline, mais qui part en arrière. C'est-à-dire qui veut occuper l'espace avec ses mains, oui, mais dont le corps part en arrière. Paradoxe. Alors là, on va se dire, paradoxe, mais en fait, cette personne essaye de me convaincre, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas très naturel dans sa position. Donc, il n'est pas complètement authentique. Vos clients, alors c'est difficile de faire des typologies parce que je pense que pour chacun des femmes et des hommes que vous accompagnez, il y a des conseils spécifiques, mais est-ce qu'il y a comme ça un petit fil rouge qui les relie tous dans les défauts qu'ils peuvent avoir? Parce que souvent ils viennent vous voir parce que c'est quoi? Manque de confiance, c'est le début de votre livre. Tout part de la confiance. De la confiance en soi d'abord. Et c'est vrai, quand on me demande mais quels sont les bons gestes, je dis il n'y a pas de bons gestes. Il n'y a pas de bons gestes. Soyez vous-même et surtout peut-être maîtrisez le contenu de ce que vous allez communiquer, de ce que vous allez transmettre. Si vous maîtrisez bien cela, automatiquement tous vos gestes en fait vont partir dans le bon sens et vont vous aider à avoir plus d'impact, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Je vous pose la même question. On a eu un invité il y a une quinzaine de jours sur le livre de Smart Job qui lui était un spécialiste de la négociation et dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde de l'image, évidemment des images qui nous percutent. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, le président français, Olaf Scholz. Commençons par Poutine, vous qui observez les gestes. Il est troublant, Poutine. Il bouge peu, mais il nous dit des choses avec son visage. Il est surtout très fort en lui, en réalité.
C'est assez étonnant de voir c'est pas quelqu'un justement qui se projette vers l'extérieur. En tout cas, je ne suis pas un proche de Vladimir Poutine, mais de ce qu'on voit à la télévision, Oui, le professionnel. qui est aussi quand même très fort maîtrisé. Hein. C'est pas n'importe quelles images qui vont sortir dans la presse. Oui, ça a été nettoyé, Mais, ça c'est vrai. voilà, exactement. Mais moi, je vois beaucoup il retourne en lui, il pense beaucoup. Il y a des doutes aussi. Il y a quand même du doute dans son discours, même quand il a des discours qui sont très catégoriques, très martiaux. Il y a une série de gestes qui font penser qu'il y a... Malgré le fait qu'il bouge peu. Oui, malgré C'est vrai que ses mains peuvent venir il jusqu'ici. est très fort. Alors, il est sur des fauteuils avec des bras et souvent penché comme ça vers la droite en réalité. Donc un certain doute par rapport quand même à tout son discours. Quand on commence à pencher sur des sièges à coudoir de type un petit peu présidentiel, pour vous c'est un indicateur ça? Ça c'est un indicateur effectivement. Au moment, et de nouveau c'est souvent la transition, c'est ça qui est important. C'est pas si je suis comme ça pendant 2 heures. C'est passer d'un état à un autre. Tout d'un coup, en disant quelque chose, voilà, il y a une transition qui se passe à l'intérieur de moi et qui se manifeste par mon mouvement corporel. Et là, ça devient intéressant de voir si j'ai un discours très appuyé et qu'en même temps je tombe à droite, ben là j'ai un doute en fait, fondamentalement. Un dernier mot sur Volodymyr Zelensky, parce que lui il a une autre attitude, un autre vestimentaire, et par ailleurs précisons qu'il était comédien. Voilà. Voilà, Voilà. Vous l'observez comment cet homme? Difficilement, parce qu'en fait il a sûrement une formation de comédien, et donc les comédiens apprennent mieux à maîtriser leur corps. Et donc c'est très difficile de voir quand il est vraiment authentique. Alors il est évidemment dans une situation de crise, mais quand on le voit de nouveau, la plupart de ses messages, ce qui est intéressant, c'est quand il est en direct. Hein, par exemple, quand il s'adresse au Parlement européen ou à d'autres parlements. Là, on le voit un petit peu différemment, mais sinon, tout ce qui est enregistré, on voit bien que c'est un comédien et donc il maîtrise quand même pas mal son langage corporel. Ce qui est intéressant, il faut lire Body Language. Vous êtes plutôt sur le langage du corps. Oui. Le body language est un anglicisme. Oui, vous qui êtes bruxellois, si je ne m'abuse, oui, quand même, est-ce qu'un geste peut être rédhibitoire? Est-ce que, à travers les conseils que vous donnez, vous nous dites finalement attention, parce que si vous ne maîtrisez pas vos gestes, ça peut être fatal. À ce point-là, on peut le dire à ce point-là? Oui. Maintenant, des gestes vraiment rédhibitoires, le tout c'est d'en prendre conscience et se rendre compte, parce que quand on est sous pression, sous tension, on va faire des gestes comme ça. La bouche, par exemple. Mais du moment que j'en ai conscience et que je me réajuste après par rapport à mon objectif. C'est vrai qu'un mouvement de bouche, un rictus sans mots, peut être rédhibitoire. Complètement. La fameuse dent de chien, je ne sais pas la faire. Tout d'un coup, il y a la canine qui apparaît alors que vous êtes dans un discours amical. Ça met effectivement tout votre discours par terre. Vous qui êtes francophone, c'est cet échange très fort dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Ouais. Belmondo en Conina. Pour vous, c'est un élément clé où il lui dit tu ne montres rien. Oui. Pour être patron, tu ne montres rien. Oui. Et en même temps, il faut à certains moments montrer. Il faut parfois se contrôler, ce qu'on appelle le moi obligé, mais il faut être parfois dans son moi réel aussi. Si on veut vraiment avoir de toucher, l'impact. impacter. Oui, pour avoir de la crédibilité, pour avoir de la légitimité, il ne faut pas vouloir à tout prix ne rien montrer. De temps en temps maîtriser, mais à d'autres moments pouvoir se lâcher prise. Merci. Je ne sais pas si vous m'avez ausculté sur mes mains. J'ai vraiment fait très attention, Bernard Sténier, consultant en développement humain. Et ce livre, c'est passionnant. Et en plus, c'est illustré avec des photos, des explications. Vraiment, on nous prend par la main dans ce livre. Body Language, reconnaître et interpréter les gestes de la confiance. Il est sorti aux éditions Mardaga. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. On fait une courte pause. Merci. Et on retrouve les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Il y a beaucoup de choses. La proposition d'Emmanuel Macron qui fait grincer des dents d'ailleurs sur la réforme du RSA. Et puis il y a le débat autour des apprentis. Et puis on finira par un rapport passionnant du Parlement à l'Assemblée nationale. Le sport en entreprise, seulement 18% d'entreprises permettre à leurs salariés de faire du sport sur leur lieu de travail. On fera le point, c'est juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec les experts de Smart Job. Ça, c'est l'émission du vendredi pour balayer l'actualité. Mettons l'actualité internationale de côté. Revenons à cette campagne présidentielle.
plusieurs sujets sur la table, notamment la réforme du RSA. Ça, c'est pas rien quand même, cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Eh bien, un sujet tire ce RSA à des activités. Tout n'est pas très clair d'ailleurs pour l'instant au gouvernement. 15 à 20 heures de travail pour que ce ne soit pas une allocation donnée finalement à ceux qui ont ce RSA. Il y a un débat sur les apprentis qui n'est pas inintéressant parce qu'on a cartonné en termes d'apprentis, mais c'est vrai qu'il y a un débat. Ils se situent où les apprentis? C'est vraiment des vrais emplois ou qui font baisser le chômage, ou est-ce qu'il faut les compter aussi comme des demandeurs d'emploi? C'est un gros sujet. Et puis un sujet là, je dirais plus léger, mais éminemment important sur la prévention des risques et en matière de santé, c'est important. 18% seulement d'entreprises en France permettent à leurs collaborateurs de faire du sport sur le lieu de travail. Badminton, ping-pong, relaxation, yoga. Et ça, c'est un élément important. Rapport de 2 députés, 2 femmes, une MoDem et une LREM sur cette question, au moment où on a voté une loi d'ailleurs de la modernisation du sport. Ça peut faire écho à cette loi. On en parle avec mes invités. À ma droite, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des ressources humaines et non pas des relations humaines, encore que chez BLB Associés. Ravi de vous accueillir. Cédric Pironneau est à ma gauche, directeur général de SPV Assurance avec un S. Ravi de vous accueillir. Et puis Jean-Marie Leroy, dernier expert, président du cabinet Quadra Consultant, avec un S, vous aussi, à consultant, parce que vous en avez plusieurs. Commençons par le RSA. J'ai l'impression, j'aimerais avoir votre point de vue, qu'il modélise le contrat engagement jeune, si vous l'avez bien regardé, 15 à 20 heures pour ces jeunes de 16 à 25 ans, en échange de 500 € maximum. Là, le président dit pareil pour le RSA. Vous dites que c'est une bonne idée de proposer à ces allocataires qui recevaient cette somme sans rien faire, en échange, j'allais dire, de leur dire il faut peut-être se former, avancer. Moi, je pense qu'il faut avoir une lecture d'abord pragmatique et pas politique sur ce sujet-là. Et le pragmatisme, c'est quand même que quand on est éloigné de l'emploi, parce que RSA, ça veut dire 25 ans, plus de 25 ans sans emploi, ou bien moins 25 ans dans des situations particulières, également sans emploi. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont, en général, peu diplômés, voire pas diplômés, éloignés de l'emploi, éloignés des structures. Mettre un contrat en place qui dit que ces personnes vont faire une activité. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas encore défini. Est-ce que c'est un travail, une activité? Peu importe. Pour le ministre de l'économie, c'est pas un emploi. Pour le président de la République, c'est ce qu'il a dit, c'est un emploi. À partir du moment où il y a de l'activité, c'est un travail. En tout cas, il y a une notion d'emploi. Et moi, je trouve qu'en tout cas, mettre ces personnes-là dans l'activité, c'est un contrat gagnant, ça me paraît évident. C'est le modèle qu'on a vu dans d'autres secteurs, mais c'est évident que mettre ces gens dans l'activité, dans la société. Ou de la formation d'ailleurs, parce qu'il est aussi question. Vous en pensez quoi, Jean-Michel Garrigue? Parce que c'est pas politique, mais ça peut le devenir. D'abord, précisons que le RSA, ce sont des allocations qui sont versées par les départements. Ça, c'est important de le préciser. Certains départements disent qu'ils peinent d'ailleurs, qu'ils ont des difficultés, que c'est pas si simple, parce que le nombre d'allocataires a progressé. Donnant ou pas? Sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est évident. Le seul souci, c'est que le RSA recouvre des situations extrêmement hétérogènes. Il y a les plus grandes faillites sociales, les plus grands drames personnels, comme il y a des jeunes notamment, qui peuvent percevoir le RSA, j'espère ne pas heurter avec cette expression, presque comme de l'argent de poche, si je puis dire. Et donc, il va y avoir des réactions qui sont à la mesure de cette hétérogénéité. Si la perception de l'un est liée à l'exécution de l'autre, enfin des heures de travaux, etc., contraindre tout le monde va être extraordinairement compliqué, je pense même socialement. Je trouve que le principe est excellent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que la mise en œuvre, au-delà, je dirais, de la période électorale, va être extrêmement difficile, et je crains que la montagne n'accouche d'une souris. C'est-à-dire que on prenne les volontaires, qu'on force ceux qui, pardonnez-moi l'expression, acceptent d'être forcés, mais que pour autant, il y a un nombre incalculable de situations personnelles vis-à-vis desquelles on n'osera rien faire, et on continuera à verser le RSA à des gens qui ne sont pas capables de travailler. Des gens cassés, quoi. Des gens Exactement. Qu'on ne peut pas remettre sur le chemin de l'emploi. Je précise, si j'ai bien compris ce qu'a voulu dire le président de la République, là, cette fois-ci, dans le costume du candidat, il y a l'idée aussi, comme je le redisais sur le contrat engagement jeune, de remettre une prise de formation et finalement de confiance.
il y a aussi l'idée de remettre un certain nombre d'entre eux sur le chemin de la confiance, ce qui n'est pas totalement absurde, non ? C'est une. On parlait de l'apprentissage, on n'est pas très loin finalement. On est dans de l'insertion professionnelle et il faut être pragmatique dans l'insertion professionnelle. Il faut probablement y aller crescendo, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, on peut beaucoup plus inciter certaines personnes qui pourraient rentrer dans ce dispositif de formation et d'insertion professionnelle, alors que certains, sur le RSA, franchement, on n'en est pas encore à cette... Ce que dit Jean-Michel est intéressant parce que ça peut être une usine à gaz aussi, puisqu'on est dans une forme d'allocation. C'est le dernier rempart lorsqu'on a... Et on est allé au bout de ses droits d'allocation chômage. C'est le dernier rempart avant le plus rien. Et c'est une allocation. C'est là où c'est compliqué juridiquement même, je dirais. C'est certainement pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement tergiverse encore. Enfin, en tout cas, le contour n'est pas très clair pour l'instant. C'est évident. Après, je fais un petit parallèle avec quelque chose qu'on a vécu chez nous qui s'appelle Assure-moi un projet, qui est une association qui met dans l'emploi des gens qui sont éloignés, qui sont vraiment dans la vie. Vous l'aviez évoqué d'ailleurs sur le plateau. Et ça marche. C'est-à-dire que des gens que vous remettez dans le lien social... la confiance, on leur dit tu peux le faire. Et en fait, il fonctionne, et ça fonctionne bien. Donc voilà, je pense que c'est progressif. Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire, comme vous le disiez, qu'il faut être pragmatique, il faut être progressif, et il faut accompagner ceux qui veulent l'être. Voilà. Il y en a il y a des bénéficiaires du RSA qui pensent que tout est fini pour eux, mais on peut les accompagner pour les remettre sur les chemins de l'emploi, de l'insertion, retrouver une position dans la vie sociale, dans la vie collective. Oui, sortir de l'exclusion. C'est un peu ça. C'est là où il y a beaucoup de similitudes avec les jeunes. Ah oui. C'est pour ça qu'ils prolongent le contrat engagement jeune d'ailleurs. C'est ça. L'objectif, c'est quand même de leur mettre le pied à l'étrier, pour ceux qui le peuvent, de leur mettre le pied à l'étrier et de leur permettre cette première expérience. Et après, objectivement, une fois qu'ils ont connu cette première expérience, ils rentrent dans une dynamique qui n'a plus rien à voir. Avant de parler des apprentis, un mot, parce qu'en fait, cette question... Excusez-moi, sur le RSA, le RMI, c'était déjà normalement en contrepartie d'une activité professionnelle. C'est vrai. Depuis le début, depuis 91, c'était ça. Hein. Donc ça risque d'accoucher quand même d'une souris. Et ce qu'il faut, c'est au moins que ça touche une partie des bénéficiaires du RSA. Ce sera déjà pas mal. Juste un mot, parce que je veux qu'on parle des apprentis, parce qu'il y a un vrai débat, la bataille avec les Allemands, le stock, pas de stock, c'est un sujet un peu complexe. On va vers le plein emploi, parce que l'idée du candidat Macron, dans l'hypothèse qu'il soit élu pour un deuxième mandat, c'est d'aller encore plus loin dans le plein emploi. On y va ou pas ? Parce que de vos fenêtres respectives, je veux dire, vous sentez, il y a le baromètre Manpower qui dit qu'on n'a jamais autant recruté, avec des paradoxes d'ailleurs. Moi, ce qu'on observe, c'est que les voyants sont au vert, mais qu'en même temps, ça peut être fragile. C'est-à-dire que ce qui se passe avec l'Ukraine, les énergies, l'inflation qui revient, on sent que ça peut s'arrêter à tout moment. En attendant, force est de constater quand même que ça marche plutôt pas mal et que globalement, le climat des affaires est quand même plutôt bon. En tout cas, pour aujourd'hui, dans la photographie du jour, vous dites on est toujours dans cette dynamique finalement post-Covid. Pour l'instant, oui. Vos DRH, tous ceux que vous rencontrez là, ils vous disent quoi ? Mais c'est comme le RSA. Il y a une hétérogénéité énorme. Les cadres, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps, Gilles Gatteau, le directeur général de l'APEC, avec lequel je discutais il y a quelques jours à peine, me disait on est à la limite du plein emploi pour les cadres, enfin de ce qui est considéré... Chez les cadres, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dirait statistiquement comme le plein emploi ? Ce n'est pas le plein emploi au sens propre du terme. Il y a des tas de professions pour lesquelles on cherche désespérément des gens à embaucher. J'ai par exemple beaucoup d'amis dans le monde de la restauration, nous en parlions, etc., qui, pour certains, limitent leur activité parce qu'ils n'ont pas assez de monde. Ils n'arrivent pas à trouver des candidats. On est dans des métiers dans lesquels on est clairement dans une situation d'offre bien supérieure. Bon. Et puis, il y a là aussi des métiers, des catégories, etc., pour lesquels il y a encore beaucoup de gens qui cherchent des emplois parce qu'ils ne sont plus adaptés au marché de l'emploi, parce qu'ils n'ont pas les bonnes formations, parce qu'ils n'ont pas le bon âge. Il y a une fragilité quand même dans ce que dit Cédric. Il y a quand même l'idée qu'on est un peu comme ça. Ça va bien, mais on sent qu'une petite étincelle, une inflation qui monte trop, on est quand même sur un peu la ligne de crête. Là. On est à fond. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise, puisque Quadra est un cabinet de chasse de tête.
sur les cadres dirigeants. Ça chasse beaucoup. Et on n'arrête pas. La dynamique est extrêmement forte, mais avec beaucoup de chefs d'entreprise qui disent le TGV est à fond. Mais il ne faut pas qu'on se prenne trop d'embûches parce qu'on peut très vite dérailler. Et puis il y a quand même des contextes internationaux qui ne sont pas rassurants. Il faut quand même le reconnaître. Les apprentis, ça c'est intéressant. Ce débat des apprentis. D'abord, les chiffres sont très bons puisque les alternants, les apprentis, on n'en a jamais autant signé, 730 000. Il y a un débat sur le chiffre, mais on est approximativement. D'ailleurs, j'ai lu dans un article des Échos qu'on n'arrivait pas exactement à savoir à l'instant T. Vous avez vu cet article qui est assez incroyable. Oui. On n'arrive pas, vous l'avez lu comme moi. Selon les statistiques. On ne sait pas. Bien sûr. Entre ceux qui rentrent, ceux qui sortent et ceux qu'on a signés, alors on se dit c'est 800 000, c'est 750 000. Vous êtes d'accord? C'est un peu flou quand même. Oui, ces oui, chiffres, on lit plusieurs chiffres dans la presse, effectivement. Enfin, il n'empêche pour moi que ça reste des emplois. C'est des emplois. Oui, Non, c'est des emplois, voilà, bien vous sûr, rentrez dans le sujet. Ce sont des gens qui sont formés, qui travaillent. À partir du moment où vous travaillez, c'est un emploi. On peut. C'est pas parce qu'il y a une aide de l'État, c'est pas parce qu'il y a des avantages fiscaux, sociaux que c'est pas du job. C'est du job. Bien sûr que c'est sur nouveau. Et c'est un emploi partiel. Parce que c'est complété par une formation qui vient faire la transition, en fait. C'est ça qui est intéressant. Tous les deux, et je vais entendre Jean-Michel, mais ce que vous dites, si je vous rejoins, c'est un emploi. Donc, de fait, ils font statistiquement, non pas mécaniquement, mais statistiquement, baisser les chiffres du chômage. Vous êtes d'accord? Bien sûr. On assume totalement. Bien sûr. Jean-Michel, quel est votre point de vue là-dessus? Il est très clair. C'est qu'il y a un effet d'aubaine. C'est incontestable. Oui, parce que presque 800 000 ou 900 000. On entend beaucoup dire que des entreprises ont embauché en alternance parce que, pour parler franchement, la première année, ça peut être quasiment gratuit. Hein, bon. Elles auraient embauché de toute façon, mais elles embauchent en alternance. Et alors, comme vous le dites très justement, ce sont des emplois. Et au-delà même d'être des emplois, ça devient une tendance, ça devient un comportement, ça devient un réflexe. La raison pour laquelle l'Allemagne était bien en avance sur la France, c'est qu'en Allemagne, les chefs d'entreprise ne se posent pas la question. C'est l'alternance automatiquement, quel que soit le niveau. Et ce qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, c'est l'irruption de l'alternance dans le tertiaire, dans l'enseignement supérieur. Supérieur, absolument. Ou avec et dans des métiers de cadre. Autant que je m'en souvienne, c'était l'ESSEC qui avait la première lancé la mode, pardonnez-moi l'expression, il y a une dizaine d'années, en proposant aux entreprises des jeunes cadres en alternance. Ouais. À l'époque, je me souviens, ça avait fait un tollé. Parce que l'alternance, c'était les métiers manuels en France, globalement. C'était tellement dévalorisé que c'était les métiers manuels. Aujourd'hui, c'est passé dans le langage commun. La banque, mais parce qu'un chef d'entreprise recruter un alternant, il ne se pose pas la question, il y va. Bien sûr, bien sûr. Alors que créer un poste, il ne le fait pas obligatoirement plus facilement. Il faut préciser que l'État a aidé qu'une fois l'alternant arrivé dans l'entreprise, il a beaucoup plus de chances d'être confirmé. On est à 80%, je crois, de taux de transformation de l'alternance. Et puis, côté assurance, vous aussi, excusez-moi, le tertiaire, les banques, les assurances travaillent énormément sur l'alternance. Mais en fait, surtout la réalité, c'est que l'alternant, qui est un employé comme un autre, il crée son job. Et quand il crée son job, il crée son poste, et ensuite, tout le monde se dit, mais en fait, il est incontournable. Il est indispensable, il est incontournable. Et donc, en fait, ça va à l'encontre de la théorie des 35 heures. C'est-à-dire que plus vous créez des jobs, plus ça appelle du job. C'est exactement l'inverse du partage du temps. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, parenthèse, une candidate souhaite réformer littéralement, Valérie Pécresse, les 35 heures. Enfin, elle dit ça ne sert plus à rien, il faut repasser sur une règle des 39 et flexibiliser en fonction des secteurs. Enfin, il y a un débat. Non, vous n'êtes pas... C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'on a enfin, pour une fois, laissé l'entreprise avancer, décider... On ne fait pas assez confiance à l'entreprise. Les lois Fillon, notamment. Voilà, on ne fait pas assez confiance à l'entreprise. On l'a bien vu d'ailleurs dans des tas de domaines, au moment de la pandémie, les règles sanitaires, etc. Honnêtement, un chef d'entreprise aujourd'hui, il a beaucoup de solutions pour aménager une durée de travail en créant, on peut même au niveau de l'entreprise décider un accord qui peut être dérogatoire de ce qui existe au niveau de la branche. Exact. Ce qui est là encore une avancée extraordinaire. Donc il y a la souplesse, pas besoin de tout casser. Alors, il y a un vrai risque, moi je pense, à vouloir rebouger de 35 à 39 heures, de re-rigidifier un certain nombre de choses. Donc au contraire, gardons cette souplesse. C'est dur ce que vous dites, parce que moi j'ai fait tellement de débats de chefs d'entreprise, de patrons qui criaient haro sur les 35 heures, maintenant vous dites qu'il ne faut plus y toucher. Oui, mais elles ont évolué quand même. Elles ont évolué, mais parce que tout a été assoupli. D'accord. Ce sont des 35 heures de façade aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le chef d'entreprise, moyennant des contreparties naturellement, qui veut
trouver un accord au niveau de son entreprise qui soit gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, il peut le faire. Bien sûr. Il faut garder cette souplesse au niveau des entreprises. C'est ça le plus important, finalement. Vous allez voir, on va parler d'un sujet. Alors, ça peut paraître être un peu l'enfant pauvre dans l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a mille sujets à gérer, mais la question du sport, ou en tout cas du sport et de l'activité physique pour avoir des collaborateurs performants, est posée dans un rapport parlementaire. 2 députés, 2 femmes, une députée LREM, je l'évoquais, une députée MoDem, soulignent par ce chiffre, 18% seulement des entreprises permettent à leurs collaborateurs d'avoir une salle de sport, ou une table de ping-pong, ou un coach pour le yoga. Et elles évoquent, au-delà du gadget, l'idée que c'est un travail de prévention. Je me tourne vers vous parce que comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez décidé de vous doter de cet outil chez Spivy. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais vous l'avez. Oui. Comme si vous ne l'aviez pas, j'étais très embêté. Non, on l'a fait, mais on a créé une salle de sport. Enfin voilà, on a une salle de sport avec des coachs qui sont à disposition des collaborateurs. C'est clair, pour moi c'est essentiel. Alors il ne s'agit pas de mettre la table de ping-pong à la place de la salle de réunion et que ça soit la foire d'empoigne. C'est pas ça le sujet. Mais par contre, que le sport soit plus présent dans l'entreprise, oui, c'est évident. Comme il doit être plus présent dans l'éducation de nos enfants, et quand on se compare avec certains pays, notamment la Grande-Bretagne, on est quand même loin sur ces sujets-là. Je suis d'accord. Vous en pensez quoi? Parce que c'est un peu l'enfant pauvre des sujets de l'entreprise. Oui, le sport, le coach, on verra après. Mais sauf que ces députés évoquent quand même l'idée qu'on est dans un travail de prévention, de lutte contre les maladies cardiovasculaires. On a des collaborateurs qui sont moins stressés quand ils arrivent en réunion, parce qu'on a tous fait du sport, enfin je le pense, et que quand on fait un footing, on revient, on est plus relax, et on aborde les sujets différemment. Donc c'est aussi... Qu'est-ce qu'ils vous en disent, vos cadres surmenés? Depuis le début du mois de mars, le sport est un critère RSE. Donc c'est tout récent, et ça montre bien combien finalement l'extra-professionnel renforce le professionnel. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc moi, le sport, si c'est financé de l'individuel, le chef d'entreprise, je ne sais pas s'il se retrouvera pleinement. Mais par contre, aller chercher du collectif. Nous, on s'est inscrit en groupe pour aller faire le Paris-Versailles. Mais voilà. Vous le préparez, là et là, alors, moi, je suis blessé, c'est très connu comme. Mais très clairement, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une dynamique collective. Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres qui vont supporter. Il y a un petit côté team building par ailleurs. Il y a un team building, et c'est ça qui est intéressant dans l'insertion du sport. D'autant plus qu'on a des équipements partout. Mais bien sûr. À part si on est cœur Paris, objectivement. Quand on sort un peu des équipements sportifs, les mairies... Hors Paris. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui sont à disposition quand même. Donc mais c'est super, et les gens sont demandeurs de ça. Vous en pensez quoi, Jean-Michel Garrigue? Je sais que c'est un peu comme Churchill, vous, c'est nos sports. Hein. Je ne ferai pas de commentaire. Mais je fais 10 km en vélo d'appartement tous les matins. Et donc, vous voyez, mais je vous assure que on apprend des choses dans cette émission. En fait, le meilleur reste à venir. Le pragmatique rejoint le prosélyte. Aujourd'hui, dans tout ce qui est aménagement des conditions de travail, qualité de vie au travail, proposer au collectif des conditions particulièrement attractives pour les inciter à revenir bosser sur le lieu de travail, pour continuer à créer un collectif. On est d'accord. Même ceux qui ne se moquent complètement du sport, par pragmatisme et non pas par prosélytisme, ils vont s'y mettre parce qu'ils savent que ça peut améliorer leur marque employeur, leur offre vis-à-vis de leurs collaborateurs, et ils vont se lancer là-dedans. Comme d'ailleurs un tas d'autres facteurs qui étaient complètement ignorés et c'est là où la pandémie a bouleversé énormément de choses, et notamment celle-là, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir une marque employeur forte, si on veut proposer à des collaborateurs des projets attractifs, pour attirer notamment des gens dont on a besoin dans des métiers pour lesquels l'offre est bien supérieure. Il faut une offre de service, mais comme bien on dit. sûr. Il faut une offre extra-professionnelle. Comme sur une voiture pour les options, quoi. Messieurs, dames, venez ici, c'est meilleur chez nous. Faire venir un ostéo sur le lieu de travail. Bien sûr. Ça, donner des cours d'onologie de temps en temps. Pas trop. Sans abuser. Mais il n'en demeure pas. Et voilà, c'est ça. C'est le tout, c'est de recracher. C'est exactement ça. C'est de réussir. Mais vous avez raison. C'est ça. C'est créer de l'extra-professionnel. Exactement. Mais chez vous, je ne sais pas si vous avez des indicateurs. Effectivement, vous l'évoquez, ça rentre dans des indicateurs RSE. Alors ça va devenir très compliqué, la RSE. C'est technique. Très large. De l'extra-financier. Est-ce que vous ressentez chez vous
les collaborateurs, par des tableaux de bord, par des retours, qu'ils se sentent mieux, que globalement, même presque l'ambiance au travail, quand on a fait sa séance de yoga, de coaching, de relaxation, de ce qu'on veut, vous sentez des collaborateurs plus engagés, parce qu'il y a la marque employeur, puis il y a l'engagement. C'est indéniable. En revanche, on ne le mesure pas d'un point de vue statistique assureur. Voilà. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale fait en sorte que quand on est assureur complémentaire, on ne sait pas la pathologie. En fait. Oui. Donc, vous avez beaucoup de mal à mesurer quels sont les bienfaits Oui. des actes de prévention, du sport, ce genre de choses. Mais en revanche, Non, on en le interne, voit. on le sent, c'est évident. Mais On le voit sur la stabilité des équipes, Bien on sûr. le voit sur le sourire et le plaisir que les gens ont à revenir au travail. C'est aux entreprises parce qu'il y a un vrai débat qui est d'ailleurs posé dans le rapport parlementaire, puisque Jean Castex a reçu ce rapport. Il y avait une loi qui avait été votée quelques semaines avant sur le sport, moderniser le sport. Est-ce que c'est à la Sécu, à l'État, de dire on doit l'imposer, c'est-à-dire dans une loi, un article voté à l'Assemblée qui... Ça y est, alors là, je vais vous énerver. commence à imposer. Ok, d'accord. Non, C'est- c'est nécessaire. D'accord. Mais ça va venir. Les entreprises ça va à venir, mission, d'accord. mais ça vient assez vite. Hein. Bah, c'est Et les lent, hein. entreprises à mission, on est clairement dans cette dynamique. C'est vrai. Et c'est un mouvement. Donc ça veut dire que dans le cahier des charges d'une entreprise à mission, parmi un des éléments, il doit y avoir le sport. Et même le cran d'avant. Parce qu'avant l'entreprise à mission, il y a Oui, la raison il y a d'être. raison d'être. Que La l'entreprise raison à mission, d'être, faut RSE, modifier, vous bien savez, sûr. l'objet social, alors dans la Exactement. raison d'être, sont juste des grandes déclarations, etc. Mais ça fait partie du package sociétal. Aujourd'hui, Bien sûr. le sport, comme le coaching, enfin des tas d'éléments qui permettent d'améliorer la visibilité de l'offre. Non, mais Alors, juste une chose quand même, c'est pas forcément à l'initiative de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur, oui, il doit faire des choses, mais les collaborateurs, et nous c'est le cas aussi, proposent des choses. Ils sont Bien sûr, force de C'est proposition, aussi, bien sûr. c'est aussi ouvert. Enfin, Ils viennent vous voir, ils Bien vont sûr. voir les RH, ils vous bah, disent... vous disiez, c'est-à-dire s'inscrire à un marathon, enfin un semi-marathon, une Ouais. course ensemble, une activité, enfin de groupe, bien sûr. Non mais je me tourne vers l'assureur, vous parliez des mutuelles, vous parliez de on a aujourd'hui des salariés tellement stressés, on parle beaucoup de burn-out, si on travaillait sur le préventif en amont, et là, excusez-moi, c'est de l'ordre du régalien, c'est de la médecine chinoise, c'est ce que font un certain nombre d'ouvriers dans les grandes usines chinoises avant de commencer à produire, et ils produisent longtemps. Eh bien, il y a du tai chi, il y a de la relaxation, tout ça étant pas uniquement pour le plaisir des salariés, mais pour les rendre plus vigoureux et plus performants. Enfin, excusez-moi. Ouais, est-ce que ça va éviter le burn-out ? Enfin, je pense que là, non mais là, je pense que quoi qu'on en dise, il y a une responsabilité du dirigeant, c'est-à-dire que le dirigeant, Oui, mais c'est l'État il doit qui l'impose, donner vous le le savez. tempo, il doit agir sur Oui, un il certain y a une nombre de responsabilité sur priorités et qu'il y ait foot avant ou pas foot avant, il peut y avoir un burn-out quand même. D'accord. C'est une question d'organisation. Vous n'en voulez pas de mon État, en fait, de la aujourd'hui, hein. charge. Une solution qui pourrait être... La Sécu pourrait l'imposer. Une solution qui pourrait être intéressante, je ne dis pas que c'est la panacée, mais comme il y a des titres restaurants, il pourrait y avoir des titres sportifs, c'est-à-dire un avantage fiscal. Ouais, mais c'est lié- individuel. Ça Bien sera sûr. individuel. Mais ce sera Ouais, mais- individuel. Mais ça permet, sans impôt, on ne peut pas imposer à un collaborateur de faire du sport. Mais s'il en c'est le a débat envie. qui est posé là. Mais si on l'incite en disant, ben voilà, l'entreprise met une partie, Ouais. l'État met une partie par la Mais ce qui défiscalisation. existe déjà etc. que les CE, enfin les. Bah oui, c'est les CE quoi. Et les salles de muscu, salles de sport qui est moins cher. Ouais, ça marche pas plus. Hein. Et puis surtout, c'est que ça n'a pas. Enfin, c'est un gain pour la Sécu parce que le rapport dit de mémoire de tête, parce que je ne l'ai pas noté ce point-là, mais je crois que c'est 380 € par salarié d'économie sur l'assurance maladie. Oui. C'est-à-dire que c'est moins de médicaments le sport. Quand même, enfin, je me tourne vers l'assureur. Évidemment. C'est un peu sérieux quand même pour les Ah bah, finances publiques. Hein. c'est la vraie prévention des risques chroniques. Et pourtant, que Bien sûr. 18%. Mais il faut, je pense, un dispositif nouveau. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de la subvention de fonctionnement ou des offres sociales que l'on donne au CSE Oui, maintenant ouais. pour des salles de sport, etc. Mais ça existe. Ça marche dans certaines entreprises, ça ne marche pas dans d'autres, etc. Peut-être faut-il un petit électrochoc, parce que c'est quand même un sujet, il est important, mais il n'est pas essentiel. Peut-être faut-il un électrochoc par ce biais-là, mais ça peut être n'importe quelle autre initiative qui permettrait de dire, voilà, on te responsabilise Oui. dans ta décision, l'entreprise te donne de l'argent, l'État t'en donne aussi, tu as des moyens à ta disposition,
et tu y vas. Moi, je ne vais pas vous challenger, mais je pense qu'un électrochoc est plus que nécessaire et utile pour des collaborateurs, parfois en surpoids, parfois dans le tabagisme, parfois dans le stress, et que si on ne les pousse pas un tout petit peu, si on ne les accompagne pas, il n'est pas question de les licencier non plus. Mais là où c'est plus complexe, c'est pour les petites entreprises, en fait. c'est exactement ça. Dès que les entreprises sont un peu structurées, finalement, c'est ce Les moyen, PME, ça marche pas. syndical, ça fonctionne bien. Les TPE même. TPE, 95% des entreprises qui ont moins de 10 collaborateurs. Celle-ci aurait besoin d'une aide de la Sécu, enfin, aucun de l'État. On est 10 collaborateurs dans ma société. C'est vrai que ce ne sont pas des démarches auxquelles on pense forcément, parce qu'on n'a pas de représentant du personnel, on n'a pas. Bien sûr. On s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance. Mais je veux dire, on n'a pas forcément ce genre de réflexe qu'on pourrait avoir par des dispositifs du type de celui que j'évoquais. Merci Jean-Michel Garrigue. On a parlé des clubs d'onologie. Je sais que vous avez été sensible à ça, Jean-Michel. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés, 10 collaborateurs chez BLB, et vous êtes au contact de dizaines, pour ne pas dire de centaines de DRH. Exactement. Cédric Pironneau, merci, DG SPI, SPI Vie Assurance, avec ce sport, on l'a entendu, c'est important de le dire, proposé à vos collaborateurs. Absolument. Et merci à Jean-Marie Leroy, président du cabinet Quadra Consultants. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va vous concerner. Comment on gère l'offboarding? On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, comme Vous toujours. êtes souriante, cofondatrice de Talent Management. On parle de l'offboarding, pas le onboarding, l'offboarding. Quesaco, qu'est-ce que c'est? Quesaco, mais en fait, c'est un process RH que les entreprises vont mettre en place pour accompagner les collaborateurs sortant de l'entreprise. Et très souvent, les collaborateurs qui décident de partir, mais un peu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils sont sur un départ volontaire. Et rarement sur les collaborateurs qu'on a un peu mis à la porte rapidement. Il y a 3 grandes étapes qui rythment la vie d'un salarié. Bon, évidemment, on y rentre. Voilà. On Il y a toute vit. la partie recrutement, la partie Votre onboarding, métier. fameuse comment on va accompagner le collaborateur pour qu'il se sente bien dès le démarrage de Et son pas poste. trop vite. Et qui parte surtout pas trop vite, surtout pendant la période d'essai. Et puis après, il y a toute la gestion de carrière. Donc on va lui proposer plein de formations, plein d'évolutions, de temps en temps une petite augmentation de salaire pour le contenter. Mais on ne parle jamais effectivement de la fin, au moment où le CDI se casse. Comme je dis très souvent à mes étudiants, un CDI, ça veut juste dire qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va vous virer. Ça, c'est une formule que je trouve intéressante. Mais est-ce que ça évolue d'ailleurs? Mais les entreprises, globalement, quand elles intègrent en CDI, elles se disent, on va garder notre collaborateur toute notre vie. À vie. Et on ne pense pas à la fin, on ne pense pas au divorce. C'est ça, pas du tout. On est encore en mode de l'époque Michelin, où on espérait garder un collaborateur jusqu'à sa mort dans l'entreprise, alors qu'en fait, aujourd'hui, tous les 3-4 ans, les collaborateurs, ils ont envie de bouger, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça, les RH, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu occulté. Mais, puisqu'on a déjà évoqué ce sujet à l'occasion d'un invité qui a un outil tech sur ce sujet, l'offboarding, c'est quoi? C'est du registre des RH? C'est qui doit prendre en charge? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a déjà un process d'offboarding ou tout ça se fait un peu comme ça à l'envie? Aujourd'hui, c'est un peu à l'envie. Il y a des process qui peuvent être mis en place, mais c'est propre à chaque entreprise. Et l'idée, c'est que ce soit fait à la fois avec le RH et à la fois avec le manager. Et on n'oublie pas le collaborateur qui s'en va, quand même, qui soit un peu au courant. Alors, le collaborateur qui s'en va, vous évoquiez l'idée, soit c'est un conflit, soit il s'en va de lui-même parce qu'il a trouvé ailleurs. Voilà. Ou qui veut se reconvertir. Ou qui veut faire boulanger alors qu'il était cadre. Mais ça veut dire que ce collaborateur qu'on laisse mal partir est un ambassadeur qui dira des choses pas forcément agréables en partant. Oui, parce que souvent il va aller sur Glassdoor, il va laisser un petit commentaire. Il est forcément plein de colère au moment de son départ parce qu'il s'est fait licencier. Ouais. Et donc du coup, il va décharger cette colère sur les réseaux sociaux. Et dès que quelqu'un parlera de l'entreprise, il en parlera en mal. Alors qu'en fait, si on l'a accompagné, que ce soit de son fait le départ ou pas, ça permet d'un peu d'avaler la pilule beaucoup mieux et d'être mieux préparé pour la suite. Et donc d'être un meilleur ambassadeur. Donc ça veut dire que le manager, le service RH doit, dès lors qu'ils apprennent et que les choses sont actées bien sûr, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Moi, je recommande souvent de commencer de discuter avec le manager en disant soit c'est le manager qui annonce que le collaborateur ne va pas rester, fin de période d'essai. L'annoncer à tout le monde aussi par ailleurs. Alors déjà, dans un premier temps, avec le collaborateur concerné. Oui, bien sûr. En seul à seul. C'est mieux. C'est mieux.
plutôt qu'en pleine réunion. Oui, tiens, en fait, on ne t'a pas dit, mais c'est fini Mais là. voilà, c'est fini. Ça arrive, mais tellement souvent, ça par contre, que les gens l'apprennent choc. au détour d'une conversation dans un couloir. Quelqu'un qui les appelle, j'ai appris que ton contrat n'était pas renouvelé. Ah, ben j'étais pas au courant. Donc ça arrive très souvent. D'où l'importance c'est un de mauvais mettre en place- offboarding, ça, on est Ah bah d'accord. oui, mais une mauvaise gestion RH tout court en fait. Parce que dès lors qu'un manager avertit le RH mais n'avertit pas la personne concernée, bah, il y a des bruits de couloir qui vont te concerner. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est le candidat, enfin le salarié qui va discuter avec le manager, qui vont ensuite en discuter avec le RH pour valider tout le process. Et derrière, ils vont aussi avertir les collègues, parce que les collègues, forcément, ils vont se retrouver avec une masse de travail qui va être plus Oui, importante. puis excusez-moi, puis une forme de tristesse parce qu'il s'est créé des liens, Ah oui. parce qu'on est triste de le voir partir, parce que c'est compliqué. Et donc, ça va être aussi intéressant de faire un bilan avec le collaborateur qui s'en va pour dire, OK, comment ça s'est passé avec nous, même si c'est genre 2 semaines, 2 ans ou 12 ans, bah, c'est comment tu as apprécié de travailler ensemble, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, fais-nous un petit retour Mais, pour voir si on peut améliorer des process aussi. Vous allez évoquer le coaching personnel, le développement Ouais. personnel, ça c'est une possibilité. Mais quand on est dans une situation un peu plus touchy de conflit, c'est-à-dire un collaborateur dont la RH sait dès le départ que ça s'est mal passé, et comment on fait pour rattraper le tir là Bah, imaginons un licenciement pour faute parce que ça s'est très mal passé avec le collaborateur, donc on décide de le licencier. Bah, c'est pareil, il est en colère, donc il faut déjà comprendre les émotions qu'il va vivre et qu'il va le traverser. Et c'est lui proposer peut-être justement un accompagnement, un coaching en disant bah, OK, avec nous ça n'a pas matché. On a eu un coup de cœur et puis finalement on a fait une erreur de recrutement. Ce n'est pas contre la personne qu'on en a, mais a priori par rapport à tes compétences, ça ne matche pas avec notre besoin. Et ça, à ce moment-là, c'est de dire mais comment nous on peut t'accompagner pour que tu puisses trouver le job de tes rêves ailleurs. C'est-à-dire OK, nous c'est pas bon, mais on veut t'aider à trouver le job de tes rêves ailleurs. Et ça, aucune boîte quasiment le fait aujourd'hui. Ça c'est vrai, en effet, on laisse la personne partir C'est vas-y, va-t'en. et dénigrer l'entreprise sur les réseaux sociaux, dans le pire des cas. Qu'est-ce que l'entreprise, elle prend pas ses responsabilités? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une sorte de zone grise sur ce sujet du départ? Parce que l'arrivée est plutôt... Ah bah c'est très glam l'arrivée. Voilà. On adore C'est faire ce les que petites je trouve, photos sur les réseaux. Voilà. Avec, On annonce la photo, le voilà, titre, le petit cahier, le stylo 4 couleurs. Ça y est, je vais intégrer la boîte, c'est génial. le réseau social intranet. Voilà, tout le monde est ravi de dire on recrute quelqu'un de formidable, mais de dire bah tiens, au fait, il y a un tel qui s'en va parce qu'il n'était pas bon. C'est pas très glam, on peut pas en parler et annoncer et communiquer en termes de marque employeur que oui, on prend soin des collaborateurs, mais aussi on prend soin de ceux qui s'en vont. Il y a un côté un peu noir dans l'histoire et de se dire bah, comment on peut prendre soin de quelqu'un qui s'en va. C'est pas si simple ce sujet. C'est très compliqué. Objectivement, parce que Oui. vous êtes choqué psychologiquement, en colère, donc difficile. Toute cette phase de déni à que la personne va l'accès du vivre. dialogue. Tout à fait. Excusez-moi d'aller abruptement, mais est-ce que l'entreprise, certaines qui ont les moyens de le faire, peuvent pas mettre en place aussi, et je crois que ça se fait lors de PSE, de cellules psychologiques? Oui, il y a les cellules psychologiques et puis il y a tous ces hauts placements qui existent justement quand il y a des plans sociaux où justement il y a une obligation d'accompagner tous ses collaborateurs. La cellule psychologique, elle n'est pas souvent dans les plans sociaux. C'est elle assez peut être rare. mise en place, hein. Elle peut être mise en place, mais c'est vraiment au cas par cas en fonction du collaborateur et en fonction de son besoin. Mais les syndicats proposent parfois la possibilité Ils peuvent le faire. Moi, je préconise que ce soit proposé pour tout type de collaborateur. Il ne faut pas attendre que la loi nous l'impose pour des plans sociaux. Quelqu'un s'en va, même un apprenti qui s'en va justement à la fin de son master ou de son bachelor, il n'est pas recruté par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met en place pour l'accompagner, pour l'aider à trouver le job suivant? C'est vrai, c'est l'objet souvent même psychologiquement d'une grande tristesse pour celui qui s'en va, puis aussi pour les liens qu'il a tissés avec des collaborateurs, des salariés. Et il n'y a pas les mots qui vont. Il n'y a pas les mots. Ça veut dire que les DRH doivent être sacrément formés quand même. Et oui, et là, c'est pas le cas non plus. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas non plus. Effectivement, parce que ça demande aux DRH d'avoir une petite formation de psy, de prendre en charge ce Il volet-là. faudrait peut-être une personne supplémentaire dans le service RH qui pourrait accompagner sur cette partie-là. Sinon, le candidat se retrouve à Pôle emploi complètement démuni, effondré, et Pôle emploi qui va l'inviter à des ateliers CV, alors qu'il n'est pas prêt psychologiquement à les faire. Oui, il n'est pas dans le rebond professionnel, il a d'abord besoin de digérer. C'est une petite mort, en fait, Oui, ce genre totalement. de situation. Et par ailleurs, c'est dangereux, je ne sais pas si on peut le quantifier, sur la marque employeur de la boîte. Ah bah c'est catastrophique pour une entreprise qui ne prend pas soin des collaborateurs qui s'en vont. Surtout qu'un collaborateur qui s'en va peut aussi revenir. L'effet boomerang, ça Évidemment. existe. Merci Amélie d'avoir clôturé cette émission. C'est un sujet central, l'offboarding, et trop peu pris en charge par les entreprises. Merci d'être venue, cofondatrice de Talent Management, qui a donc beaucoup de talent, Amélie Fabré-Guittet. Merci à vous, merci de nous regarder, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur, merci à Saïd pour le son, merci à Kylian à la réalisation, son prénom m'échappait, merci à Fanny Griesner évidemment, et merci à Carla
Voilà pour l'accueil invité. Passez un bon week-end. Je serai là lundi. Bye bye.